Tire-toi de là mes bottes. Petit, tu pollues. Pourquoi c'est-il que t'as tiré quand? Merde! Une combinaison toute neuve! La spéléologie française, disons même mondiale, depuis sa création n'a guère progressé, tant sur le plan technique que sur le plan scientifique. Heureusement, dans les Pyrénées, une poignée d'hommes courageux et intelligents ont bouleversé les méthodes et donnent un nouvel élan à cette activité. Ils ont recréé la spéléologie et ils ont abordé le problème avec beaucoup de connaissances, d'art, de science et de recherche. Ils sont, en fait, les plus beaux, les plus grands, les plus forts. Et ces spéléologues, eh bien, c'est nous. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en expliquant comment se forment les cavités. Pour bien cerner le problème, il nous faut faire appel à la science. Mais nous constatons que la plupart des spectateurs, ici présents, ont une capacité intellectuelle au-dessous de la moyenne, c'est-à-dire tout à fait primaire. Nous allons essayer d'être simples
dans notre développement scientifique. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Au sein du vide intersidéral d'un univers cosmique, des étoiles, des novas, des supernovas, des galaxies tourbillonnent en une ronde infernale et diabolique. Et au milieu de tout ce micmac hyperboliquement galactique et stellaire, la Terre. Notre bonne vieille Terre qui est là, toute timide, ne demandant rien à personne, souhaitant qu'on lui foute la paix. La paix ? Non, car déjà un satellite, la Lune, au sale caractère, disons au caractère lunatique, va entamer tout autour de notre planète un cercle, une farandole, comme pour l'emprisonner. Son sadisme ne s'arrêtera pas là, et sa présence nous apportera plus d'emmerdement que d'avantage. Roger, 11, we'll pass that on, and it certainly looks like you're well on your way now. Roger, Eagle, contact. Apollo 11, gave us a magnificent ride. Roger, 11, we'll pass that on, and it certainly looks like you're well on your way now. Inconvénient, à commencer par exemple par son attraction. De nombreux savants, on en voit un ici, à l'étrange visage, de nombreux savants parmi lesquels Galilée, Pascal, Luis Mariano, Newton, Julio Iglesias, Darwin, Copernic, découvrent la loi de l'attraction des masses. C'est-à-dire que la Terre, si elle n'était pas fermement retenue par ses deux pôles, serait irrémédiablement attirée par la Lune. Il est bien connu que l'attraction lunaire est à l'origine des marées, des mers et des océans. Il en est de même pour l'écorce terrestre, dont le soubassement est retenu par l'attraction du noyau terrestre, tandis que la voûte, la croûte superficielle, est attirée par la Lune. Il se crée donc ainsi entre la croûte superficielle et les couches sédimentaires intrinsèques et géologiques de la Terre un décollement, un vide. Ce décollement est à l'origine des galeries et des salles souterraines. C'est ainsi que les grottes et les gouffres se forment.
Mais ces dislocations des couches terrestres font péter, ça et là, des conduites d'eau pour l'alimentation des villes. Et un journal bien connu pour son sérieux et la qualité de ses articles n'hésite pas à traiter, sur plusieurs colonnes, cet angoissant problème. Jean-Claude, il n'y a plus d'eau! Problème étant crucial, nous avons envoyé sur un chantier toulousain un de nos reporters. Nous sommes ici au milieu d'importants travaux, au milieu de bulles, de grues, de pelles mécaniques. Monsieur Penn, la caméra est ici, Monsieur Penn, vous êtes chef de chantier. Tous ces travaux importants, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une pleine lune, alors ça coupe les tuyauteries. Les tuyauteries d'eau, oui, des routes, ça défonce des routes, ça fait tomber les maisons, alors c'est une catastrophe, quoi, vous comprenez, c'est une catastrophe. Alors, je sais pas si... Nous dégageons des éléments d'une maison qui s'est effondrée cette nuit, dont il y a une vieille dame qui habitait. On espère qu'elle soit encore vivante, sous le déblaiement, cette vieille soupière, on peut dire, quoi. Alors, on croit qu'il y a plein de briques, tout ça sur elle, et on ne sait pas. Devant cette équipe de travaux, alors le goudron a été levé par cette lune, alors ils sont en train de le refaire. Alors, je m'excuse, parce que j'ai beaucoup de travail à faire, alors c'est la pleine lune, quoi. Le gouvernement, il faudrait qu'il fasse quelque chose, au moins que... Je pense, il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose, et je vous remercie, je ne veux pas vous retarder, merci pour cette petite interview, au revoir Monsieur Penn, merci. Toutes ces eaux qui s'échappent des grosses canalisations ou des petites tuyauteries s'enfoncent sous terre et se déversent en véritables cataractes de flotte dans les étages souterrains. Ainsi se forment les rivières souterraines. Oh les gars, c'est une rivière incroyable. Oh, c'est formidable. Tu te rappelles un peu, ça provient des tuyaux d'eau crevés. C'est extraordinaire, impensable. T'as vu ça, le ce débit, incroyable. Oh oui, moi j'ai cette idée, cette théorie. Cette théorie des méfaits de l'attraction lunaire concerne également la formation des montagnes. On a toujours remarqué que les sommets se dirigent vers le ciel, donc sont attirés par la Lune, mais jamais vers le sol terrestre, vers le bas. Les montagnards peu évolués entreprennent leurs ascensions sans préparation et bien souvent en période de pleine lune. C'est à ce moment-là, justement, que les montagnes sont les plus élevées. Jugez-en ici par ces deux reportages.
Notre théorie sur la formation des cavités, due à l'attraction lunaire, est encore renforcée par le fait que beaucoup de cavités, même fort éloignées, peuvent communiquer entre elles, à condition toutefois qu'elles soient situées sur un même continent. Nous vous invitons à regarder cet unique et extraordinaire reportage. Ici, Li Fanshu, chef du très honorable Spéléolo Club de la modeste ville de Shanghai. Il explore un gouffre qu'il connaît très bien et qu'il a baptisé le gouffre Mao, parce que Mao sait tout. Là, Mohamed Ali Ben Basculant, chef du Spéléolo Club de Mostaganem, explore le gouffre de Ahouamena del Djebel. Circonstance, un discours est nécessaire. Nous vous en donnons ici la traduction. J'y propose qu'à cet ornement soit scellée une plaque commémorant notre rencontre des deux pays sédentaires. C'est un symbole de paix, de liberté et de fraternité. الجديدة كجميع سكان هذا الحي. Mais revenons sur Terre. En effet, et par contre, si deux cavités sont creusées chacune sur un continent différent, elles ne peuvent être rattachées parce que les mers se sont engouffrées dans les galeries sous-jacentes. Oui, les siphons sont bel et bien en relation avec la mer. Cet étonnant reportage en apporte la preuve formelle. Toutes ces grottes, tous ces gouffres, c'est bien beau. Mais comment les découvre-t-on ? On comprendra alors que l'importance de ces abîmes va éveiller la curiosité et l'esprit d'aventure d'une espèce d'homme courageux dont nous faisons partie, que l'on désigne sous le nom de spéléologue. C'est nous. De l'origine de cette activité jusqu'à nos jours, il n'existait que quelques moyens rudimentaires pour connaître l'existence de ces gouffres. La première méthode consistait à interroger les bergers
qui parcourent inlassablement la montagne et en connaissent les moindres recoins. Voici le témoignage d'un de ces sympathiques gardiens de moutons. Quand nous étions enfants, eh bien, voyez-vous, nous aimions jouer à Colin Maillard, tout ça. Et alors, et alors, pour rendre le jeu plus intéressant, nous recherchions la proximité d'un gouffre. Alors nous vendions les yeux de celui que nous avions choisi. Et on faisait en sorte que par nos appels, il tombe dans l'abîme. Et les putes. Et lorsque cela se produisait, c'était une énorme partie de fou rire. Regardez, regardez. Et putain, qu'est-ce qu'on riait. Et alors, celui qui s'était tué, il avait perdu. Et il n'avait plus le droit de jouer. Alors, il était remplacé par un autre. Ouais, nous nous battions même pour l'emplacer, vous voyez. Et si notre camarade, que l'on avait choisi, les yeux bandés, passait près du vide, et alors, on l'aidait à y tomber, et soit en le poussant, soit par un coup. Eh oui, et voilà, monsieur, et voyez, et on rit encore. Et de notre temps, nous, monsieur, on savait s'amuser sagement. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui. La deuxième méthode avait pour but de ratisser un massif, moyen bien ridicule, car dans le râteau, le prospecteur trouvait de tout sauf des gouffres. Des amis spéléologues nous ont conseillé de passer la montagne au peigne fin. Et là également, nous n'avons eu aucun résultat. Alors, l'un d'entre nous a essayé de prospecter en deltaplane. Ce moyen aurait été excellent si notre homme n'avait pas oublié d'apprendre à voler. Nous avons alors dressé un chien pour la recherche des entrées de grottes. Il suffisait de lui faire sentir une stalagmite pour que, mais regardez plutôt.
Nous avons délaissé tous ces procédés qui nous paraissaient bien périmés. L'assistant de notre inventeur, pour ses premiers essais en laboratoire,
la merde fonctionna à merveille. Sitôt l'existence d'une cavité est-elle décelée sous nos pieds, qu'il faut en trouver l'entrée, ce qui est un jeu d'enfant. En effet, il suffit de faire pivoter sur son axe ce tube, qui n'est autre qu'un rayon laser. Mais son emploi s'avère des plus dangereux, on s'en doute, témoin cet accident filmé sur le vif. Nous allons donc développer ici notre technique d'exploration, finement mise au point. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des reins et font coin coin. Un grand gouffre ayant été découvert, les spéléos, au cours d'une réunion, organisent avec beaucoup de sérieux et de minutie l'expédition. Rien ne doit être laissé au hasard. Tout doit faire l'objet d'une étude. Il serait regrettable qu'une exploration soit malmenée par manque de préparation. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards. Et puis, c'est la longue montée au gouffre, par des versants abrupts, à travers des glaciers dangereux, des crevasses, au milieu des falaises vertigineuses. Nous voici sur les lèvres de l'abîme. Dès lors, l'exploration entre dans sa phase active. Les hommes vivent intensément ces heures de grande découverte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bout du con, t'as vu ça un peu? Une
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je t'envoie le matériel. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Pour bien suivre la progression de l'équipe de pointe, nous allons dresser au fur et à mesure la topographie du gouffre, afin de savoir où nous en sommes exactement. Voici donc le premier puits de 100 mètres que nous venons de descendre avec matériel et facilité. Quelle émotion de circuler dans ces arcanes de la terre où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Pouvoir se dire, depuis la création du monde, je suis le premier. Avant moi, personne. Moment exaltant, enivrant. Mais comment descendre dans les puits que nous allons rencontrer, et surtout comment et à quoi pourrons-nous accrocher la corde? Trouverons-nous un point d'amarrage solide? Car toutes les murailles d'un gouffre ne sont pas en calcaire dur. Donc, si la paroi est en bois, nous enfoncerons un clou, un gros clou de charpentier, en guise d'amarrage. Par sécurité, car on ne badine pas avec la vie, surtout lorsqu'il s'agit de la sienne, on peut doubler l'amarrage en plantant un deuxième clou. Raffinement encore plus poussé dans la sécurité, l'utilisation d'un porte-manteau à 3 patères sur lesquels la corde sera nouée solidement. Par exemple, si une patère cassait, la corde serait retenue par les 2 autres restantes. Et si une des 2 cassait à son tour, la nylon serait encore accrochée à l'autre. Il est rare que 3 patères s'arrachent lors d'une même descente. Nous voici maintenant à la cote moins 300 mètres. Et le gouffre continue. C'est merveilleux. La fièvre de l'inconnu, la passion de la découverte, gagnent peu à peu l'équipe. Le gouffre continue encore. Le gouffre continue toujours, ça continue. À gauche, je vais aller à la ligne. Youpi!
Un gouffre s'ouvre devant nous. Il faut le sonder avant d'en entreprendre la descente. Car tous les gros sont presque là, tous ceux que vous avez vu tout à l'heure lâcher, en particulier sur crevaison Francesco Moser. Et puis Bernard Hinault fait toujours l'essentiel alors que... de vol. C'est également Vendembo, il y a Eddy Plancard.